Bon les amis, fini de blaguer, si on veut sauver notre saison, c'est maintenant que ça se joue. Les amis, vous commencez à connaître la recette, on s'intéresse à notre adversaire du soir en tout premier lieu et surtout à ce qui s'est passé après le match aller, surtout après l'arrivée de leur nouvel entraîneur Calzona qui était arrivé, vous vous en souvenez, 24 heures avant le match aller des huitièmes de finale. Et donc après le Barça, le Napoli a fait match nul un partout contre Cagliari. On se dit bon, ils sont encore dans une saison compliquée, etc. Mais quelques jours plus tard, ils enchaînent avec une victoire 6-1 contre Sassuolo. On se dit oulala, attention, attention, le Napoli est peut-être de retour. Ils commencent à prendre de la confiance, c'est pas le bon moment pour nous et surtout ils enchaînent et ils confirment contre la Juventus quelques jours plus tard avec une victoire 2-1. Et à ce moment-là, on se dit waouh, ok, là il y a un gros enchaînement pour eux. S'ils reviennent au top pile avant le match retour, ça va vraiment pas le faire. Mais heureusement, tout comme nous, ils ont joué vendredi soir et eux, de leur côté, ils ont fait match nul contre le Torino un partout. Donc petite baisse de régime. Alors peut-être qu'après ça s'explique par le fait qu'ils aient été vraiment concentrés et focus sur ce match de Ligue des Champions, ce qui peut totalement s'expliquer, mais on est quand même dans l'ensemble sur une amélioration du côté du Napoli et surtout, et ça je pense que c'est important de le souligner, une grosse amélioration de ses individualités et notamment de Kvara qui a été très décisif sur ses 3 derniers matchs. Je crois qu'il a marqué 3 buts tout simplement sur ses 3 derniers matchs, en plus quelques passes décisives, donc ça c'est important de le souligner. Collectivement ça va mieux et individuellement il retrouve un niveau très correct du côté du Napoli. Côté Barça, on s'intéresse également à ce qui s'est passé depuis ce match. Allez, on est sur un Barça qui a enchaîné tout de suite par une grosse victoire 4-0 contre Getafe à la maison. Et là, on s'est dit, ok, c'est bon, on a fait un bon match aller contre le Napoli. Le résultat n'était pas forcément là, mais dans la manière, dans la domination du match, etc., on était vraiment présent. On enchaîne avec 4-0 à la maison contre Getafe. On se dit, waouh, maintenant, il faut confirmer contre Bilbao à l'extérieur. Là, ça sera un vrai rendez-vous. Le problème, c'est qu'on fait 0-0 là-bas. Donc, en termes de résultats, c'est pas fameux. Et surtout, on perd 2 joueurs essentiels du système qu'on était en train de travailler, que sont De Jong et Pedri. Et ça nous a vraiment fait mal au moral, au mental, et on se dit mais finalement comment on va faire? On travaille sur un système depuis 1 mois et demi et là les 2 joueurs qui sont ultra importants dans ce système-ci, dans cette animation, ils sont plus là. Comment faire? On a plein de doutes. On a un petit match pour préparer justement ce match contre le Napoli, c'est le match à la maison contre Mallorca. Match évidemment difficile parce qu'en face de toi tu as une équipe totalement regroupée qui défend à fond, plus justement tu as mis de nouveaux joueurs dans cette animation, donc faut qu'ils s'y adaptent, etc. Ça prend du temps. Victoire finalement quand même 1-0 grâce à un bijou de notre joyau Lamine Yamal, mais quand même encore un Barça dans lequel c'est très compliqué. Une situation donc compliquée pour le Barça en fait qui nous met dans une situation, nous les supporters et je m'inclus dedans, dans une situation où on est totalement perdu en fait. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va et je l'ai vu aussi à travers le sondage que j'ai fait sur Instagram sur la qualification. Je vois que les gens, on est tous en plein doute en fait. Je suis vraiment pas le seul. On se dit, on est capable d'avoir des bonnes séquences de jeu, etc. Ça se passe bien, on s'est amélioré en défense notamment, ça va un petit peu mieux, mais on peut avoir des matchs où on a des 20, 25, 30 minutes où on s'effondre totalement, on n'est plus du tout présent. Donc on est sur un Barça qui est en capacité, oui, de se qualifier, mais qui est aussi capable de se prendre 4-0 contre le Napoli. Les deux peuvent arriver en fait avec ce Barça. On est en plein doute, en plein questionnement avec la perte de ces joueurs. Quelle animation finalement on va avoir? Quel joueur est-ce qu'on va mettre finalement pour jouer et se qualifier face au Napoli? On est en plein doute. Un plein doute qui arrive malheureusement à un moment crucial de la saison parce que ce match, comme je le dis en intro, peut changer beaucoup de choses sur la perception finale qu'on aura de la saison. Si on est éliminé en 8e de finale, ça sera un nouvel échec, 3e année d'affilée, échec en Europe pour le FC Barcelone. Ça serait très compliqué, déjà qu'en Liga, bon, il y a très peu de chances qu'on réussisse à faire quelque chose, mais en revanche, si on se qualifie pour l'écart, tout de suite, tu as une vision totalement différente. Tu rentres dans le top 8 des équipes européennes sur ton bilan, après tu sais pas ce qui peut se passer, hein. Peut-être que les joueurs blessés peuvent revenir, ça peut bien se passer, tu sais pas, et surtout tu commences à te dire bon ok, t'as fini dans le top 3 Liga si ça continue comme ça, et pourquoi pas top 2 si Girona il baisse un petit peu et que nous on continue à gagner nos matchs en Liga, et tu commences à avoir une vision d'ensemble et un bilan d'ensemble du Barça sur sa saison qui est beaucoup plus positif, parce que tu te dis ok, en Europe on est arrivé en quart, ce qui était peut-être un petit peu à peu près notre objectif sur la saison en fonction de qui on affronte bien évidemment en quart de finale si on se qualifie, et ensuite en Liga, bon t'es dans le top 3, ok t'es pas premier, le Real a fait une grande saison, etc. Ça peut s'expliquer, on rentre dans cette évaluation si on se qualifie en quart de finale. Mais en revanche, si on se qualifie pas, là c'est tout de suite une saison très compliquée dans le bilan du FC Barcelone. Match donc crucial pour le FC Barcelone et sans plus tarder le 11 que j'attends face à Napoli. Et pour innover cette fois-ci, je vais pas vous donner mon 11 totalement en entier dès le début, je vais faire secteur de jeu par secteur de jeu. Vous me direz en commentaire si vous préférez cette méthode, ça donne un petit peu plus de suspense. Pour commencer, ce qui se passe derrière, j'attends bien évidemment Ter Stegen, en défense Koundé, Araujo, Martinez et Cancelo. Donc pour
Pour parler justement de la défense, là, le grand débat, je l'ai notamment fait sur Twitter où le duo Cubarsí-Araujo était primé justement dans ce petit sondage, je décide moi de mon côté de mettre Martinez-Araujo. Cubarsí a fait un match phénoménal contre Mallorca, il n'y a aucun doute, etc. En revanche, prendre Muriqi de Mallorca, c'est pas la même chose que de prendre Osimhen. Et sur le match aller, c'était bien Martinez qui était aux côtés de Araujo. Et je me dis que comme elle a bien fonctionné, justement, cette charnière centrale au match aller, même si bien évidemment qu'à un moment Osimhen a fait la différence, je me dis que ça sera celle qui sera reconduite pour ce match-ci. Encore une fois, si c'est Cubarsí qui est titulaire, pour moi, il n'y a aucun problème. Les deux, que ce soit Martinez ou Cubarsí, ça me va très très bien. Les deux à la relance, c'est parfait. Mais je me dis en plus de ça que Martinez, il a plus d'expérience que pour un match de Ligue des Champions. Bien évidemment que l'expérience, ça compte. Mais une nouvelle fois, Cubarsí, c'est masterclass sur masterclass. Il te signe un dernier match superbe. Donc, il n'y a aussi pas de problème à le faire jouer. Maintenant, est-ce qu'il est capable à 17 ans d'avoir les épaules pour gérer un Osimhen? C'est tout autre chose. On s'intéresse maintenant à ce qui se passe dans le double pivot. Et en double pivot, je mets Christensen aux côtés de Gundogan. Alors, vous connaissez mon avis sur Gundogan à ce poste-ci, hein, mais je tiens à souligner que j'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux et sur ma dernière vidéo sur Gundogan et la finition de Gundogan. Hormis le penalty que je mets de côté, qu'il a très mal tiré, ça on sera tous d'accord pour le dire. En fait, je trouve les gens très durs dans le fait qu'ils attendent de Gundogan qu'il soit présent dans sa moitié de terrain pour défendre et aider Christensen et en même temps présent dans les 30 derniers mètres. Or, on l'a dit dans la vidéo pré-match qui abordait justement le futur milieu du Barça sans De Jong et Pedri, on ne peut pas demander à Gundogan d'être présent aux côtés de Christensen, donc c'est-à-dire à la relance pour éviter le contre-pressing adverse, pour se sortir de ce pressing, amener de la justesse, amener son calme, amener son expérience et sa maturité dans cette position-là, amener aussi son apport défensif et lui demander d'être présent dans les 30 derniers mètres adverses et d'avoir le geste juste, d'avoir de la lucidité. C'est beaucoup trop demander à un joueur, d'autant plus à son âge, de faire tout ça. Il ne peut pas faire tout ça. Moi, c'est pour ça que j'avais proposé justement de mettre Gundogan devant, dans le milieu, dans le carré du milieu, qui soit présent dans les 30 derniers mètres parce que je le trouve plus juste et il aura plus de fraîcheur parce que justement il ne sera pas aux tâches défensives à aider Christensen. Mais bien évidemment que s'il est à ses côtés, et c'est ce qu'on a travaillé sur le dernier match contre Mallorca, on ne peut pas lui demander d'avoir le geste juste dans les 30 derniers mètres. C'est beaucoup trop lui demander. Donc moi je ne suis pas fan de ce Gundogan à ce poste là, mais c'est vrai qu'aux côtés de Christensen, comme je viens de le dire, ça apporte peut-être un joueur avec plus de sérénité, plus de contrôle technique à côté d'un joueur Christensen qui est un peu plus le gars solide qui va être présent dans l'aspect défensif. Tu mets un joueur techniquement qui a du ballon pour se sortir du pressing adverse. Je peux le comprendre. Mais en revanche, à nous d'être calmes dans notre jugement et de ne pas être trop critique envers Gundogan dans le dernier geste s'il est déjà à ce poste-là. Pour ce qui se passe devant eux, je vous montre tout d'abord votre sondage sur le milieu que vous préférez au Barça. Bien évidemment, j'ai pas eu l'occasion de mettre Rafinha dans ce sondage parce qu'on ne peut pas faire plus d'options que j'ai mises. Donc, il y avait Christensen, Gundogan dans ce double pivot et devant, vous étiez sur la solution Joao Félix, Fermin Lopez. De mon côté, ce n'est pas exactement ce que j'ai fait. J'ai mis Fermin Lopez, mais à ses côtés, j'ai décidé de mettre Rafinha. En effet, j'évince Joao Félix de son 11 cible parce que je trouve que Joao Félix, depuis 3 mois, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout dans l'intensité de ce qu'il fait, dans la volonté de ce qu'il fait, dans la réussite des dribbles qu'il essaye de faire ou des passes qu'il essaye de faire. Ça ne va plus du tout, Joao Félix. J'en ai parlé dans le dernier match, donc je ne vais pas en rajouter une couche sur son cas, mais je trouve que Fermin va apporter plus de verticalité. Il y aura certes peut-être plus de déchets techniques qu'un Joao Félix, mais plus de verticalité, plus direct, que ce soit les passes, que ce soit les dribbles, que ce soit la volonté de frapper au but et ces choses-ci. Je trouve ça plus intéressant. Et Rafinha, malheureusement, lui n'a pas eu tout le match pour se montrer. Je trouve bien évidemment que balle au pied, c'est totalement insuffisant, mais finalement, en fait, on n'a pas trop d'autres solutions parce que l'autre solution, ça aurait été de mettre Joao Félix aux côtés de Fermin Lopez, possiblement, mais moi, Joao Félix, je l'enlève, ou sinon de mettre Vitor Roque dans un demi-espace gauche. Le problème, c'est Vitor Roque titulaire dans un match comme ça de 8e retour de Ligue des Champions. Je trouve ça un petit peu compliqué pour ses débuts. C'est totalement possible, je pourrais le comprendre, mais je préfère mettre un Rafinha qui peut apporter dans la proposition sans ballon. Bien évidemment qu'avec le ballon, on l'a dit, on l'a répété, Rafinha, c'est loin d'être suffisant. C'est très défaillant au FC Barcelone, mais je me dis que sans ballon, il peut apporter une certaine sorte de verticalité, un petit danger aussi sur les frappes de loin, donc Rafinha un peu par défaut. Et ensuite, pour conclure ce 11, je mets bien évidemment Lewandowski aux côtés de Lamine Yamal qui sera ailier droit. Alors là, bon, pas trop de doute, hein, Lewandowski que j'attends vraiment présent, qui n'était pas titulaire justement face à Mallorca, qui a pu peut-être un petit peu se reposer. Je l'attends très fortement justement dans ce match-ci, qui répond présent comme il l'a fait au match aller où il a été vraiment très pertinent, je trouve. Et Lamine Yamal, j'aurais aimé vous dire, Lamine Yamal, on le fait se reposer, c'est pas un gamin de 16 ans et demi d'être titulaire pour un 8e retour de LDC, c'est à Rafinha de l'être sur le côté. Mais il a encore montré ce week-end que même quand il est
n'est pas dans un match complet et totalement plein, bah c'est lui qui décante la situation, c'est lui grâce à un geste fabuleux qui le fait. Donc je me dis, voilà, limite on le fera peut-être reposer contre l'Atlético Madrid juste après, mais là ce match de Ligue des Champions, c'est le match le plus important de la semaine pour le Barça, et donc tu mets Lamine Yamal qui est vraiment, bah voilà, l'élément déclencheur, l'élément qui brille dans les 30 derniers mètres. On l'a dit, redit, redit, mais on le redira s'il faut le redire. Donc voilà les amis, c'était mon 11. Encore une fois, beaucoup d'incertitudes autour de ce match. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va jouer? Est-ce qu'on va tenter la possession? Peut-être est-ce qu'on va jouer plus dans l'espace, plus dans la verticalité? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'on va jouer en face d'un bloc qui va être plutôt haut, un bloc qui sera plutôt médian? Il y a 1 milliard de questions. J'ai très peu de certitudes avant ce match-ci. Une seule chose est sûre, c'est qu'à partir de 19h30, 20h mardi soir, je vais commencer à avoir les jambes qui tremblent. Ça, c'est la seule chose qui est sûre de mon côté. Mais sinon, vraiment, j'ai du mal à prédire ce qui va se passer. Vous, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre pronostic, si vous avez une petite idée de ce qui va se passer. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. Aussi votre 11 type, si vous avez des choses différentes, etc. Hâte de vous lire. En tout cas, les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.